parler de Claudia Goldin. Nous allons mener une enquête sur ce prix Nobel 2023 qui a un peu surpris. Claudia Goldin elle-même se présente comme une détective. Elle dit « J'ai toujours voulu être une détective et j'ai finalement réussi ». Alors comment peut-on à la fois être économiste et détective privé ? Partons des faits. Donc Claudia Goldin, ici c'est la fiche émise par le prix Nobel sur quelques informations sur elle. Elle est née en 1946, c'est une Américaine. Elle est actuellement à Harvard, donc c'est une très très belle carrière d'économiste. Une particularité de son prix, c'est qu'elle l'a eu toute seule, il n'est pas partagé. Il y a très peu de prix Nobel en économie pour les femmes, et il y en a encore moins pour une femme toute seule, c'est même la première. Et quelle est la motivation à ce prix ? C'est d'avoir fait avancer notre compréhension de ce qui se passe sur le marché du travail pour les femmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça ? Déjà, pourquoi Claudia Goldin se présente comme une détective ? C'est parce qu'elle considère que l'économie, c'est une forme d'enquête policière. Alors, du point de vue académique, elle est à la croisée de deux disciplines, l'histoire économique et l'économie du genre. Et c'est une empiriste, certes, mais elle s'appuie sur un socle théorique, analytique, qui a été forgé par des économistes néoclassiques, Jacob Mincer, Esther Bostrup, Gary Becker, Richard Easterling, pour reprendre les 4 auteurs qu'elle cite comme ses inspirateurs. Donc sa démarche est double. À partir de ce socle théorique, il s'agit de décrire avec le plus d'exactitude possible la réalité et d'analyser les mécanismes qui expliquent certains phénomènes. C'est en cela qu'elle se place comme économiste, comme détective. Il lui faut trouver les indices pour expliquer une situation. Alors, et pourquoi a-t-elle eu le prix Nobel ? Donc, effectivement, c'est pour son étude spécifique des femmes sur le marché du travail, ce qui a permis une compréhension d'une évolution fondamentale des derniers siècles. C'est aussi pour son introduction du genre dans l'économie du travail, ce qui a permis de faire un bond gigantesque dans la compréhension des mécanismes et d'articulation entre ce qui est le salariat et ce qui est les évolutions sociétales. Pont qui n'avait pas encore été fait aussi rigoureusement jusqu'à présent. Et enfin, mais presque fondamentalement, c'est aborder concrètement le problème politique de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors pour parler d'elle, je vais le faire à travers 2 thèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle orchestrer l'impartialité, c'est un de ces articles recherche les plus célèbres faits avec Cecilia Rose. Et puis le second, c'est celui qu'elle a développé dans son discours du prix Nobel, c'est Carrière et famille, qui a donné lieu à un ouvrage qui synthétise la plupart de ses travaux et qui est extrêmement agréable à lire, mais malheureusement, il faut pratiquer l'anglais, il n'est pas encore traduit, peut-être que ça viendra. Donc orchestrer l'impartialité, à son point de départ, et paraît complètement anecdotique, c'est le fait qu'il y ait quasiment pas de femmes dans les orchestres symphoniques aux États-Unis, dans les années 50-60. Pratiquement pas de femmes, pratiquement pas d'embauche de femmes. Comme on le voit sur le graphique, qui retrace la proportion de femmes parmi les embauchés de 5 orchestres symphoniques, on voit dans les années 50, l'orchestre de Cleveland, il recrutait 0 femmes. Et donc il y a une sous-représentation de ces femmes dans les orchestres symphoniques. Pourquoi ? Là, le détective va sortir 2 explications qui sont en concurrence. La première, c'est que le changement au cours du temps où on voit qu'il y a davantage de femmes dans les recrutements peut être dû tout simplement au fait qu'il y a davantage de femmes dans les écoles de musique, donc davantage de candidates, et donc les orchestres peuvent recruter des femmes. La deuxième explication, c'est est-ce que ce n'est pas une histoire de discrimination de la part du jury ? Et là, son point est que les modes de recrutement ont changé dans les à la fin des années 60, au début des années 70, en mettant en place
des rideaux derrière lesquels les candidats et les candidates font leur performance de manière à ce que le jury ne fasse leur choix que sur la qualité auditive. En gros, du CV anonyme transposé pour les musiciens. Et là, si on change les recrutements, ben ça veut dire qu'il y avait une part de discrimination dans l'absence des femmes dans les orchestres. Alors, une fois qu'on pose les problèmes, comment les résoudre? Eh bien, en faisant un travail de bénédictin, reconstituer pour chaque orchestre, qu'est-ce qu'il y avait comme candidat, comme candidate, qui a été recruté, avec quelle méthode, et comment ça a évolué dans le temps. Et mesurer statistiquement la différence que ça fait d'introduire ou non un rideau. Ces résultats sont très nuancés, mais conclusifs. Oui, il y a eu un effet rideau, il y avait bien un phénomène de discrimination dans l'absence des femmes dans les orchestres symphoniques. Et cette recherche, donc partie sur un sujet qui est quand même mineur au point de vue de l'ensemble du marché du travail, est une des plus citées parce que c'était une avancée réelle dans les mesures de la discrimination et dans la perception que les modes de recrutement, les procédures de recrutement peuvent agir contre la discrimination. Le deuxième thème dont je voulais vous parler, c'est celui qu'elle a le plus développé dans son discours de Stockholm, sur lequel je m'appuie ici, c'est le lien entre carrière et famille. Là encore, avec Claudia Goldin, on part toujours d'une question, d'une interrogation, on reconstitue des statistiques et on pose une question. Et sa question est la suivante, c'est pourquoi la participation des femmes mariées au marché du travail, la participation des femmes au marché du travail augmente à certaines périodes aux États-Unis et régresse à d'autres. Alors ici, on a deux dimensions, puisqu'on a une dimension temporelle large. On a la période et la génération d'appartenance. Les femmes se succèdent de génération par génération. Et la question, c'est comment ces générations successives de femmes ont résolu un même problème, une tension permanente entre la carrière et la vie de famille, alors même que les contextes institutionnels, politiques, médicaux changeaient. Alors il y a son graphique qui est présenté ici, là, qui est très célèbre, qui montre le taux de participation des femmes mariées au marché du travail, donc en contrat de travail, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, enfin 1990. Donc on voit une lente décroissance de cette participation au fur et à mesure que l'industrie progresse, c'est-à-dire que les femmes ne participent pas, sont chassées du travail ou n'y entrent pas. Les années les plus basses, c'est les débuts du XXe siècle, mais progressivement, la société de service prend sa place et les femmes prennent leur place avec difficulté. Il faut voir qu'à l'époque, dans les années 1910, 1920, 1930 aux États-Unis, il n'était pas normal pour une femme mariée de continuer à travailler. Ce qu'on appelle le mariage ban, qu'elle a étudié, c'est-à-dire que vous commenciez comme institutrice, par exemple, vous vous mariez, vous étiez licencié. Et c'était considéré comme totalement normal par une sorte d'incompatibilité entre la vie maritale et la vie au travail. Et puis, après, on a ce qu'elle a appelé la révolution de la pilule, c'est les années 60, c'est-à-dire que pour ces femmes, soudain, il y a eu la possibilité de maîtriser le calendrier des fécondités. Et maîtriser le calendrier des fécondités, c'est maîtriser le calendrier de ses études, c'est maîtriser le calendrier de ses carrières, c'est retrouver une vue longue sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on peut faire, sur son cycle de vie. Donc, pour aller vite, le problème fondamental de toutes les générations des femmes, ça a été cette histoire de la contrainte du temps. Cette contrainte du temps qu'il faut déployer en plusieurs approches. Ça peut être la contrainte du temps sur les 24 heures. Comment on alloue temps de travail et temps pour les enfants. C'est aussi la disponibilité dans son temps. Est-ce qu'on peut rester plus tard au bureau ou pas? Est-ce que c'est la question aussi du cycle de vie? Quand est-ce qu'on commence une carrière? Quand est-ce qu'on fonde une famille? Quand est-ce qu'on a les enfants?
tout ça, c'est une histoire de temporalité. Et ces temporalités, elles ont donné lieu à beaucoup d'arrangements différents selon les possibilités au fil du temps. Donc c'est ce qu'elle décrit dans cet ouvrage, qui est vraiment, j'espère vraiment qu'il sera traduit en français, parce qu'il est très illustratif et très informatif et facile à lire. C'est un ouvrage grand public. Donc elle décrit ces différentes contraintes au fil des générations, depuis le XIXe siècle jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, la résolution a été différente. Les premiers groupes, les plus anciennes, elles n'avaient pas trop le choix, c'était famille ou bien carrière. Et c'était à l'écrasante majorité, famille, très peu de femmes faisaient carrière. Le groupe 2, il va y avoir des besoins dans l'économie de travail des femmes dans les services, dans l'éducation, dans la santé. Donc ça va être le travail, puis la famille, avec un retard dans l'entrée dans le mariage. Et avec ce fameux mariage ban qui faisait que on se mariait, on quittait le marché du travail. Leurs filles vont avoir une autre approche. Ça va être les filles des familles nombreuses, des femmes qui vont du baby boom, celles qui vont donner naissance aux baby boomers. C'est donc des familles nombreuses, avec les femmes qui s'occupent des enfants quand elles sont petites et qui retournent sur le marché du travail quand ils sont grands. Arrive le groupe 4, leurs enfants, qui vont bénéficier donc de cette révolution de la pilule, de cette maîtrise de la fécondité, qui vont donc faire leur révolution tranquille, c'est-à-dire des études et pour beaucoup une carrière, avec des enfants qui arrivent de plus en plus tard. Et le groupe 5, le dernier, qu'elle traite, il y en aura d'autres, a un nouveau problème du coup. C'est comment avoir des enfants quand la fertilité baisse après 35 ans. Alors, quelle actualité aujourd'hui de cette vue, de ces tensions entre famille et travail? Il y a toujours, c'est reste quelque chose de fondamental dans la vie, dans le marché du travail, c'est cette tension persistante entre le partage du temps, entre vie familiale et vie professionnelle. Ça reste toujours le point central, de plus en plus d'ailleurs. Avec toujours cette question, qui s'occupe des enfants? La réponse à cette question, actuellement, c'est personne, parce qu'on n'en fait plus. C'est le recul de la fécondité dans les pays de l'OCDE. Les femmes arbitrent pour ne pas avoir d'enfants. Celles qui en ont, on voit qu'on a toujours au sein des couples un partage inégal des tâches. Et comme c'est quasiment l'inégalité la plus profonde qui reste, les autres étant estompées, les inégalités d'éducation, les inégalités de participation jouent de moins en moins. De ce fait, les maternités dans les pays de l'OCDE sont le principal facteur des inégalités de revenus entre les femmes et les hommes. Il n'y a qu'à voir les travaux de Kaby Landais sur ce sujet. Si on veut expliquer les différences de revenus entre les femmes et les hommes, les différences de retraite entre les femmes et les hommes, le facteur dominant, mais à 80%, c'est l'impact des maternités dans les vies. Et alors, à ce sujet, un petit graphique toujours présenté par Claudia Goldin qui montre de nouveau le lien qu'il y a entre les arrangements familiaux, les arrangements sur le lieu de travail et la fécondité. Alors ce graphique donne une répartition des pays selon leur taux de fécondité. Donc on voit que la France est à 1,8, c'est encore le cas. Donc dans les pays à haute fécondité, la Suède aussi, la Norvège également. Donc on a un groupe de pays avec des fécondités au-dessus de 1,6, 1,7, 1,8. Et plus on se positionne vers la droite du graphique, plus la fécondité baisse, avec la Corée du Sud avec une fécondité inférieure à 1, largement inférieure à 1, le Japon, l'Italie, la Grèce, l'Espagne.
Donc on a des groupes de pays avec des fécondités beaucoup plus faibles. Et en abscisse, en bas de l'échelle, qu'est-ce qu'on a? On a l'écart d'heures de tâches domestiques entre les femmes et les hommes dans les couples avec enfants. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que moins les hommes en font, plus la fécondité est basse. Alors, on a quand même envie de se dire qu'on peut toujours rajouter des congés parentaux, des crèches, etc. Le problème fondamental, c'est les normes sociales, les normes de genre, c'est qui s'occupe des enfants, qui va changer la couche, et tant que les pères ne vont pas être naturellement en charge de cela autant que les mères, aller chercher l'enfant à la crèche par exemple, pour quitter son travail pour aller chercher l'enfant à la crèche, les fécondités, les taux de fécondité, ils ne remonteront pas. Voilà. Bien, je vous remercie.